Floride. S'il la remporte, il pourrait décrocher le titre de champion des États-Unis pour la deuxième fois. Ces gars sont venus pour gagner et ils en prennent le chemin. C'est un sport de roi, de prince. Il s'adresse au même public que la Coupe de l'America, avec une bonne dose d'adrénaline en plus. Les courses de hors-bord, c'est des régates sous crack. Pour des pilotes comme Sal Magluta et son plus ancien ami Willie Falcon, ces Formule 1 des mers ne leur procurent pas que le plaisir grisant d'accumuler les victoires. L'équipe Falcon fait la course parfaite. Ils participaient à des compétitions internationales. Ils injectaient beaucoup d'argent dans l'économie locale. Ils construisaient des immeubles, des résidences. Ils investissaient beaucoup d'argent dans le sud de la Floride. Et ils gagnent. Ce jour-là, Salvatore Magluta finit deuxième. Mais cela lui suffit pour rester en tête du classement général et d'être sacré champion des États-Unis. Vous êtes champion. Vous ne perdez donc jamais? Jamais. Ils ont chacun une spécialité. Il y a le pilote, le copilote et le mécanicien. Chacun a une fonction bien précise. Mais d'après les forces de l'ordre, Willie et Sal ont une autre spécialité. Le trafic de cocaïne. Pour Sal et Willie, c'était un business comme un autre. Ce n'étaient pas des gangsters ordinaires. Ils ne se contentaient pas de gagner des millions de dollars en vendant de la drogue. Ils claquaient leur argent en bateaux, en yachts et en villas. C'était frénétique. Sur l'eau, Sal Magluta et Willie Falcon rivalisent d'adresse et d'audace lors de courses effrénées. Mais sur Terre, ils unissent leurs forces pour convoyer de gigantesques quantités de drogue en toute illégalité. Les années 80, c'était l'âge d'or de la coke en Floride. Willie Falcon et Sal Magluta étaient les plus gros importateurs de cocaïne des États-Unis dans les années 80. Willie Falcon et Sal Magluta étaient sans doute les plus gros trafiquants de Dade County, qui était le comté de Floride qui compte le plus de gros trafiquants. Ils dirigeaient l'un des 5 plus gros trafics de drogue du monde. Augusto Falcon et Salvatore Magluta, plus connus sous le nom de Willie et Sal, ou Los Muchachos, ont été accusés d'avoir fait passer 100 000 kilos de cocaïne aux États-Unis avant d'être jugés pour corruption des autorités judiciaires, subornation de témoins et meurtre. Ils n'auraient pas réussi l'un sans l'autre. Leur affaire marchait bien parce qu'ils se complétaient. Willie Falcon, c'était le type qui mettait en confiance, et Sal Magluta, celui qui réglait tous les détails. Ils formaient une très bonne équipe. Leur mode de vie, c'était celui qui a été représenté au cinéma, en encore plus luxueux. C'était des trafiquants chics, si on peut dire. Ils menaient grand train et dépensaient sans compter. 20 000 dollars pour eux, c'était de la menue monnaie. Il n'y avait pas que l'argent, il y avait aussi la puissance qu'ils procurent. Leur amour du luxe et leur qualité de pilote leur ont permis de rejoindre le cercle des plus gros trafiquants de drogue du monde. Avant de commencer à utiliser les hors-bords de façon intensive, le cartel se servait de petits avions pour transporter la drogue. De 1978 à 1982, le cartel s'est fait confisquer 5 avions en Floride sur de petits aéroports où ils venaient d'atterrir chargés à ras-bord. Quelqu'un en Colombie a dit « il faut changer de méthode ». C'est là qu'interviennent Los Muchachos, Sal Magluta et Willie Falcon. À l'origine, Willie Falcon et Sal Magluta étaient de petits dealers. Leur entrée dans la cour des grands a vraiment coïncidé avec l'explosion du trafic de cocaïne en Floride à cette époque. Ils ont été mis en contact avec des membres des cartels de Cali et de Medellín qui leur ont fait confiance. Chacun d'eux touchait une commission pour chaque kilo de cocaïne qui entrait sur le territoire américain. Du coup, le duo Falcon-Magluta a embauché toute une ribambelle de pilotes à qui ils sous-traitaient les livraisons de drogue.
Au bout de quelques années, leur trafic leur rapporte tellement d'argent qu'ils ne savent plus comment le dépenser. Ils touchaient plusieurs millions de dollars par cargaison, ce qui laisse imaginer combien la cocaïne rapportait au cartel. Ils étaient en contact avec des avocats au Panama, dans les Caraïbes et dans les paradis fiscaux. Guillermo Andara est un avocat qui, plus tard, deviendra le président du Panama à la chute de Manuel Noriega. Sal Magluta et Willie Falcone ont fait appel à ses services pour établir des sociétés offshore et blanchir de l'argent. Après ces années de présidence, Guillermo Andara se retrouve empêtré dans un scandale et doit reconnaître ses liens avec Willie Falcone et Sal Magluta. C'était sans conteste la conjoncture idéale. Ce scénario réunissait pas moins de la moitié des péchés capitaux. Faisant fi du danger en mer comme sur terre, Willie Falcone et Sal Magluta semblent avoir 9 vies, même quand ils se font prendre. Dans cette affaire, ils étaient soupçonnés d'avoir fait assassiner des témoins, d'avoir soudoyé des jurés et d'avoir blanchi des centaines de millions de dollars. Los Muchachos deviennent des fugitifs avec du sang sur les mains. Les témoins qui devaient témoigner contre eux se faisaient tuer. Ils disaient que tous ceux qui témoignaient le paieraient cher et qu'ils s'occuperaient des balances. C'était un assassinat commandité. Ça aggravait la qualification de l'homicide. Stars du motonautisme d'un côté, criminels recherchés de l'autre. À force de passer entre les mailles du filet, ils étaient persuadés qu'ils s'en tireraient toujours. Pas un seul instant, ils n'ont pensé finir en prison. C'était 2 flics à Miami, mais version gangster. Les Sonny Crockett et Rico Tubbs du trafic de drogue. Augusto Falcone, dit Willie, et Salvatore Magluta, dit Sal, ont été accusés d'avoir transporté plus de 75 tonnes de cocaïne. Ils faisaient partie des 5 plus gros trafiquants de drogue aux États-Unis. Et ils s'occupaient presque exclusivement de cocaïne. Cela se traduisait par des millions et des millions de dollars, et au final, à des centaines de millions de dollars. Ils ne savaient plus comment dépenser leur argent. L'argent et le respect qu'ils gagnent dans la rue et sur l'eau projettent Willie et Sal bien loin du monde de leur enfance. Ils sont nés tous les deux à 150 km des côtes de la Floride, sur l'île de Cuba. Ils sont issus de familles de travailleurs. Le père de Willie Falcone était homme à tout faire, celui de Sal Magluta boulanger. On peut donc dire que Falcone et Magluta étaient assez typiques des immigrants qui arrivaient à Miami à cette époque. Falcone et Magluta ont commencé à dealer au lycée. Ils vendaient des sachets de marijuana à leurs camarades de classe. Ils passent au niveau supérieur grâce à leur persévérance et à un coup de chance. Willie Falcone et Sal Magluta se trouvaient au bon endroit au bon moment, pour ainsi dire. Le bon endroit, c'est la Floride du Sud. Le bon moment, la fin des années 70. Willie et Sal s'approvisionnent alors auprès d'un Cubain, qui, apparemment, est un vague parent éloigné. Ce Cubain travaille pour un Colombien du nom de Manuel Garcés. Manuel Garcés, c'est le parrain du cartel de Medellín. C'est le précurseur de Pablo Escobar, Juan Carlos Leder et Fabio Ochoa. Dans les années 70, aux États-Unis, personne n'avait jamais entendu parler du cartel de Medellín. Personne ne savait qu'il existait. À la fin des années 70, le fournisseur cubain de Willie et Sal et leur guide dans le milieu se fait arrêter. Il a demandé à Falcone et Magluta de le remplacer. Ils sont devenus le lien entre le cartel de Medellín et la Floride du Sud. Willie Falcone et Sal Magluta se lancent dans l'aventure, qui en est encore à ses balbutiements. Quelques mois plus tard, ils gagnent déjà des millions de dollars. J'ai rencontré Sal et Willie pour la première fois en 1981. Rafael Cimino est un peu plus jeune qu'eux.
Il vient tout juste de finir le lycée et rêve de travailler dans la construction navale. À l'époque, j'étais étudiant en architecture navale. Et j'imagine que Sal a dû se dire que je ferais une bonne recrue pour sa future écurie des mers. À 26 ans, Sal Magluta a déjà fondé Seahawk Boats Incorporated, une entreprise spécialisée dans la construction de bateaux de course ultra rapides. Seahawk commençait à se faire un nom dans le monde du motonautisme offshore. À l'époque, il proposait un 28, un 31 et un 38 pieds, si je me rappelle bien. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait en sous-main. Pour moi, c'était des mecs sympas qui possédaient une super boîte. Ces embarcations ultra rapides vont leur apporter gloire et réussite dans le monde du motonautisme, mais pas seulement. Si les hors-bords de course font si bien l'affaire, c'est que leur coque est entièrement vide. Sur les bateaux de plaisance, il y en a pour 1300 kilos d'équipements divers et variés. Un canapé, un frigo, tous ces trucs inutiles qui en font des sortes de camping-cars des mers. Un bateau de course, ça n'a rien à voir. Il y a les membrures, la fibre de verre, les réservoirs à essence et c'est tout. Ça laisse plein de place. Ils sont ultra rapides. Ils sèment sans problème les vedettes des gardes-côtes qui patrouillent dans les Caraïbes. Même chargés de 1500, 2000, 2300 kilos, ils vont super vite. Los Muchachos, les gars, comme on les surnommera plus tard, vont chercher la drogue du cartel de Medellín aux Bahamas et la transportent en Floride du Sud. Les cartels qui opéraient en Colombie envoyaient la drogue aux Bahamas ou à Cuba, et ensuite, les cow-boys de la cocaïne s'occupaient de la faire entrer sur le territoire américain. C'était comme à l'époque de la contrebande d'alcool. Et c'était très facile. Pour Willie et Sal, c'est une manne providentielle. Ils mettent sur pied une équipe de pilotes. Ce trafic attirait assez facilement les hommes simples, sans formation, qui proposaient leurs services de pilote. Les vedettes des gardes-côtes ne pouvaient pas rivaliser avec ces bolides. Ils fonçaient à toute allure. Dès le début, Los Muchachos jouent au chat et à la souris avec la police. Les noms de Falcon et Magluta sont apparus lors d'écoutes téléphoniques à propos de transactions portant sur plusieurs kilogrammes de cocaïne. Quand la police de Miami a lancé son opération, ils ont été mis en examen avec d'autres trafiquants pour des infractions liées au trafic de stupéfiants. Los Muchachos engagent la crème des avocats pour leur défense. Leurs avocats ont négocié une mise en liberté surveillée et une peine d'1 an de prison avec sursis. En gros, ils ont reçu une petite tape sur la main pour avoir transporté des kilos de cocaïne. Néanmoins, ils font appel du jugement. La première chose qu'un avocat pénaliste dit à des clients comme Sal et Willie, c'est « Pour commencer, arrêtez de faire ce qui vous a mené au tribunal. » Mais ils n'ont pas suivi ce conseil. Ils ont repris leurs activités comme si de rien n'était. À la fin de l'année 1981, Willie Falcon et Sal Magluta reçoivent l'ordre de se rendre. Mais ils vivent déjà dans un autre monde. Ces types étaient milliardaires, avant qu'on sache qu'une telle richesse était possible. C'était un trafic tout nouveau, en pleine expansion. Quand on avait un pied dedans, on ne s'en détournait pas. Les bénéfices étaient trop importants. Ils avaient investi dans plein d'entreprises, dans des lotissements, des immeubles d'habitation et de bureaux, des centres commerciaux. Ils possédaient une entreprise d'air conditionné et une société de location de jets qui marchait très bien. Ils ont pris de fausses identités, ils se sont procurés de faux papiers sous toutes sortes de noms différents et ils ont continué leur trafic, mais en tâchant de se faire un peu plus discret qu'auparavant. Ces types finançaient l'équipe de baseball junior. Ils n'étaient pas considérés comme des criminels, mais comme des piliers de la société. Que vous perdiez ou gagniez, votre famille vous attend. Vous ne perdez donc jamais? Jamais. À Miami, Los Muchachos se cachent à la vue de tous. Nos amis cubains Sal Magluta et Willie Falcon, de vrais champions.
Ils ont racheté un fabricant de hors-bord à Jacksonville, en Floride, et ils ont continué la compétition. Écoutez-moi rugir ces magnifiques blocs moteurs Donovan en aluminium. KSW fabriquait littéralement les meilleurs moteurs du marché. C'était une réussite phénoménale. Mais en définitive, c'est la compétition qui causera leur perte. Par hasard, l'un des shérifs qui avait enquêté sur le trafic de Falcon et Magluta regardait une chaîne de sport et a reconnu un visage familier. Il le connaissait sous le nom de Santiago Menendez, mais en fait c'était Sal Magluta qui venait tout juste de remporter une course en Floride. Les gens ont une bonne image d'eux. Ils disent « Oh, Sal et Willy, c'était des types super, des pilotes de course. C'était comme des petits dealers de marijuana, ils n'avaient pas de sang sur les mains. » Mais dès qu'ils se sont sentis menacés, ils ont sorti l'artillerie lourde. Pendant les années 1980, deux des plus gros trafiquants de drogue des États-Unis sont en cavale. Pourtant, ils apparaissent régulièrement à la télévision. Sal Magluta, dans la dernière ligne droite, est sacré vice-champion du monde. Parle-nous de ton nouveau bateau, Sal. La carène est un peu différente. En 1986, un shérif du comté de Los Angeles qui a participé à l'enquête sur Los Muchachos, c'est-à-dire Sal Magluta et Willie Falcon, les reconnaît à la télévision. Vous êtes bien parti pour remporter un 3e titre. Ça me va. À l'époque, Falcon et Magluta avaient établi un réseau parallèle en Californie. Après la Floride du Sud, l'immense frontière avec le Mexique au sud-ouest des États-Unis semblait l'endroit idéal pour faire passer de la drogue. Ils sont donc devenus les relais du cartel dans le sud-ouest, en plus de la Floride. La brigade des stupéfiants du comté de Los Angeles fait alors une perquisition dans un appartement situé à Marina del Rey, en Californie. Les shérifs du comté de Los Angeles ont saisi des registres montrant l'étendue du trafic de cocaïne qui allait de l'importation à la distribution, mais également des centaines de milliers de dollars, des quantités importantes de cocaïne et des radios. Bref, le matériel du parfait dealer. Ils arrêtent également les habitants de l'appartement. Deux hommes qui correspondent à la description, mais ont des papiers d'identité au nom d'Angelo Maretto et Wilfred Fernandez. Miraculeusement pour eux, ils ont été libérés sous caution, sous leur faux nom. Angelo Maretto et Wilfred Fernandez ne remettront plus jamais les pieds en Californie. Il ne manque pas d'endroit où se cacher. Falcon et Magluta disposaient d'un réseau tentaculaire, composé essentiellement d'anciens camarades de lycée et de membres plus ou moins éloignés de leur famille et de leur belle famille. Un jour, on a essayé de calculer combien de membres des familles Falcon et Magluta avaient été poursuivis. Et on est arrivé à une 50aine facile, en ne comptant que les condamnés. C'était dur de s'y retrouver au bout d'un moment. Grâce à ce vaste réseau, Sal Magluta et Willie Falcon gèrent leurs affaires, aussi bien légales qu'illégales. Les trafiquants de drogue investissent dans des entreprises qui ne sont pas forcément florissantes, d'accord? Ces sociétés génèrent tout de même un peu de bénéfices. Ça permet de blanchir l'argent. Mais Sal et Willie, leurs entreprises marchaient du tonnerre. Ça leur faisait encore plus d'argent à cacher. La police estime qu'au cours de leur carrière, Willie Falcon et Sal Magluta ont engrangé plus de 2,1 milliards de dollars en liquide et en actifs. Ils ne savaient littéralement plus quoi faire de leur argent. Lorsqu'on a lancé une perquisition simultanée dans 5 ou 6 maisons, on a trouvé 500 000 dollars ici, 1 million là, 1 million ailleurs. Et lorsqu'on a fouillé la villa qu'on nous avait indiquée comme étant celle qui recelait le plus d'argent, on n'a même pas trouvé un centime.
Le propriétaire de la villa a refusé de coopérer sur le moment. Il a été inculpé et finalement, plus tard, a accepté de coopérer. Il a alors avoué que le jour de la perquisition, on était passé à côté de 10 millions de dollars cachés dans un mur. Ils avaient dissimulé les liasses dans le mur et replâtré par-dessus. Ils n'arrivaient pas à blanchir l'argent assez vite. Ils étaient obligés d'en bourrer des cloisons entières. C'était hallucinant. Les sommes que brassaient ces gens pour des gens comme vous et moi, ça donne le tournis. Mais tout l'argent du monde ne pourra jamais empêcher un mauvais coup du sort. En 1987, Sal Magluta participe toujours aussi activement au championnat de motonautisme américain. Mais au mois d'août, la Cour rejette le dernier pourvoi formé par Willie Falcone et lui contre une condamnation pour stupéfiants datant de 1979. Désormais menacés de prison, les deux complices se retrouvent officiellement en fuite. Mars 1988. Sal Magluta est repéré en Floride dans un magasin de fournitures de bureau par un ancien camarade de lycée devenu policier à Miami. Lors de son interpellation, il présente des papiers d'identité au nom d'Angelo Maretto. Après un bref interrogatoire par la DEA, l'agence antidrogue américaine, il est relâché. Les documents envoyés par le tribunal indiquent en effet que Sal Magluta a purgé l'intégralité de sa peine de 14 mois, alors qu'en réalité, il n'a jamais passé plus de quelques heures derrière les barreaux. Ce document erroné sera mis sur le compte d'une erreur administrative. Il fréquentait des gens haut placés, des responsables de partis politiques, d'organisations caritatives. Pas un seul instant, ils n'ont imaginé qu'ils finiraient leur vie en prison. Pour eux, c'était inconcevable. En 1988, l'État fédéral commence à s'en prendre à leurs biens. S'appuyant sur des informations fournies par d'anciens collaborateurs des Muchachos désormais en prison, les agents du FBI mettent à jour une gigantesque association de malfaiteurs et confisquent les biens acquis de manière illicite. Ils saisissent un ranch en Floride du Sud, un appartement à Vail, une station de ski du Colorado, avant de s'emparer du trésor de guerre des narcopilotes, KS&W, leur fabrique de hors-bord. Ça m'a fendu le cœur. Un de mes amis proches, qui était l'un des avocats de Seahawk, s'est fait arrêter, a été condamné et a passé 12 ans derrière les barreaux. Tout à coup, c'est devenu réel. Ce n'était plus des rumeurs qu'on entendait dans les bars, c'était la réalité. À l'automne 1991, le gouvernement fédéral retient 24 chefs d'accusation contre Los Muchachos et 8 de leurs complices. Tous ceux qui ont été mis en examen en même temps qu'eux ont plaidé coupables et ont écopé de lourdes peines. L'État veut désormais aussi la tête des responsables. En 1991, deux des plus gros narcotrafiquants de l'histoire se retrouvent en cavale. Willie Falcone et Sal Magluta doivent répondre de 24 chefs d'accusation, dont ceux de trafic de stupéfiants et d'association de malfaiteurs. Tout à coup, tout le monde ne parlait plus que de Willie et Sal. Willie et Sal, Willie et Sal, ces deux prénoms étaient devenus synonymes de trafic de coke. Dans une ville bâtie en partie grâce aux narcodollars des cartels colombiens et entachée du sang de leurs hommes de main, Willie Falcone et Sal Magluta font figure d'exception. Parmi tous ceux qu'on a surnommés les cow-boys de la coke à Miami, c'étaient sans doute ceux qui avaient le moins à se reprocher. Ils n'étaient pas mêlés à d'autres activités criminelles, à tous ces trucs qu'on associe aux gangs colombiens en Floride. Mais si le gouvernement fédéral veut votre tête, il l'aura. Willie Falcone et Sal Magluta se terrent tout simplement chez eux. Willie est arrêté dans sa maison à 9 000 $ par mois de Fort Lauderdale. Sal chez lui, dans sa villa de Miami Beach. À 3, vous y allez. 1, 2, 3. Lors de la descente, Sal Magluta s'échappe par la fenêtre du premier étage.
Ils ont fait venir les chiens, qui ont repéré Sal caché dans un buisson du jardin. Quand ils l'ont arrêté, un des policiers a dit à un journaliste local qu'il tremblait comme une fillette. Lors de son arrestation, Sal Magluta avait en sa possession 150 000 $ en liquide dans un attaché case et 4 ou 5 faux passeports. Des dizaines de Rolex encore dans leur écrin, incrustés de diamants, un équipement radio sophistiqué et surtout des registres remplis de la main même de Sal Magluta. Les registres détaillaient les activités de toute l'organisation. Cela nous a permis de faire le lien avec une saisie opérée en 1989 à Sylmar, en Californie. La DEA avait perquisitionné un entrepôt et découvert plus de 24 tonnes de cocaïne, soit la plus importante quantité de cocaïne jamais saisie sur le territoire. Les registres retrouvés dans la maison de Sal Magluta prouvent que cette cocaïne appartenait aux Los Muchachos. Ils importaient et distribuaient de la cocaïne absolument partout. C'était incroyable. Pour moi, la condamnation ne faisait aucun doute. En tant que procureur, on apprend à jauger nos chances. Et là, on était certain de l'emporter. Jusqu'à présent, Willie Falcone et Sal Magluta ont mené leurs activités sans aucun souci des lois. Mais ils sont désormais bien décidés à retourner le système judiciaire à leur avantage. Ils ont engagé la crème de la crème des avocats pénalistes. Ils venaient de Boston et de Miami et disposaient d'autant de moyens que nous, voire plus. Los Muchachos font bon usage de leur équipe d'avocats, qui contestent chaque décision de justice, tandis que 10 de leurs co-accusés se retrouvent en prison. Certains trafiquants, quand ils se retrouvaient accusés, nous proposaient des infos sur Willie et Sal. Ça nous faisait des témoins. Les manœuvres dilatoires de la défense retardent la tenue du procès de Willie et Sal pendant des années. Les témoins ont commencé à tomber comme des mouches en Floride. Bernardo González avait passé un accord avec le FBI pour ne pas finir sa vie en prison. Résultat, il a été exécuté dans son propre jardin. Bernie González travaillait pour Falcone et Magluta. C'était un des co-inculpés qui avait conduit à leur arrestation. Son frère et lui ont été abattus par des tueurs à gages colombiens. De toute évidence, vu les preuves, il s'agissait d'un assassinat. L'enquête a été confiée à la police du comté de Miami-Dade, mais à l'époque, ils n'avaient aucune piste. Par ailleurs, un autre distributeur de Falcone et Magluta, qui avait plaidé coupable et coopérait avec les autorités, s'est fait assassiner dans le parking d'une célèbre boîte de nuit. 2 autres témoins échappent de justesse à des coups de feu. C'était de l'intimidation. Et le message est immédiatement passé. Tu témoignes, tu meurs. Les avocats des Muchachos vont jusqu'à acheter une page de publicité dans un journal national sur laquelle ils citent le nom de tous ceux qui sont susceptibles d'avoir témoigné contre leurs clients. C'est un avis de recherche qui circule dans les prisons où se trouvent les témoins. Nous avons le droit à ces informations et le parquet nous les refuse. C'est à la limite de la légalité. La page de publicité parue dans Prison Life a pour but que les gens concernés en paient les conséquences. Nos témoins se faisaient assassiner, nos témoins se faisaient menacer, certains se faisaient acheter. Mais une fois le procès commencé, nous pensions que cela se calmerait. On était bien naïfs. Le procès de Salvador Magluta et Augusto Willie Falcone s'ouvre le 23 octobre 1995. Le parquet accuse Falcone et Magluta d'avoir utilisé l'argent du trafic de drogue pour s'acheter de véritables palais et vivre comme des nababs. Pendant 4 mois, Miami est abreuvé de détails sur le trafic de cocaïne mis en place par Los Muchachos. Mais tout cela pour rien. Falcone et Magluta ont été relaxés. Acquittés des 16 chefs d'accusation. On était abasourdis. On n'arrivait pas à le croire. C'était du tout cuit. Pour moi, notre dossier était solide comme le roc. Lorsque le verdict est tombé, je travaillais au bureau du FBI de Key West. Tous les journaux de Floride ne parlaient que de ça.
Pourquoi ce baron de la drogue notoire ressort-il en homme libre? Nous sommes allés au tribunal. Nous avons respecté les lois de ce pays et sa constitution. J'espère que ce jugement sera respecté et qu'il n'y aura pas de représailles. Dans les forces de l'ordre, tout le monde savait que quelque chose clochait. C'était impossible que dans cette affaire, les 12 jurés les déclarent non coupables. Quelques jours plus tard, l'un des jurés est venu dans le bureau du procureur et a insisté pour parler à Chris Clark et à moi. Rongé par la culpabilité, le juré avoue ce que les policiers soupçonnaient déjà fortement. Il était au bord des larmes d'avoir cédé à la pression et voté l'acquittement. Il a dit « c'est à cause du président ». Le président du jury, Miguel Moya, faisait sur le papier un bon juré. Il avait servi dans l'armée, il était employé par le comté, sa femme travaillait pour le quotidien Miami Herald, il était père de famille, il semblait être un honnête citoyen. Peu de temps après le procès, qu'est-ce qu'il fait? Il s'achète une décapotable, il s'achète ceci et cela, comme s'il roulait sur l'or. Ce type qui gagne 30 à 40 000 $ par an comme mécanicien à l'aéroport se met soudain à claquer des centaines de milliers de dollars. Il n'était pas très futé. Miguel Moya sera condamné pour avoir accepté 500 000 $ de la part de Willie et Sal en échange de leur acquittement. Il s'agirait de la plus grosse affaire de subornation de jury connue. Mais les dégâts sont faits. Willie et Sal avaient été déclarés non coupables de trafic de drogue par acquittement du jury. On ne pouvait pas revenir là-dessus. Selon le 5e amendement, on ne peut être poursuivi 2 fois pour la même affaire, même si l'acquittement a été obtenu par trafic d'influence. Fort heureusement, le gouvernement dispose d'assez d'éléments pour poursuivre Los Muchachos pour d'autres délits. Willie Falcon est mis en examen pour détention illicite d'armes à feu et Magluta pour faux et usage de faux. Willie Falcon n'a pas demandé sa liberté sous caution, mais Sal, si. Quand on l'a jugé pour l'affaire des faux passeports, il s'est volatilisé au milieu du procès. Edin. J'étais au commissariat un jour quand j'ai reçu un appel en PCV d'un individu en Colombie. Il m'a dit « Il paraît que la police me recherche à propos de meurtres commis à Miami. Si vous m'aidez, moi et ma famille, je suis d'accord pour coopérer. Parce que ces individus avaient promis de s'occuper de nous et ils nous ont laissé tomber. » C'est cet appel qui nous a permis de remonter aux assassins et ensuite à Sal. À l'automne 1995, 2 narcotrafiquants affrontent la justice américaine et l'emportent. Sal Magluta et Willie Falcon, surnommés Los Muchachos, sont poursuivis pour avoir importé, littéralement, des tonnes de cocaïne aux États-Unis. Et pourtant, ils sont relaxés par un tribunal de Floride. Les jurés ont mis fin de façon surprenante à ce procès à rallonge. Le verdict a surpris tout le monde. Ils ont contourné le système tout le temps où ils importaient de la drogue. Ils se sont joués des lois pendant 20 ans. Je ne comprends pas pourquoi le jury les a déclarés non coupables. Lorsqu'on les a mis en examen en 1991, ils sont passés à la manière forte. Entrave à l'exercice de la justice, trafic d'influence, intimidation. C'est l'un des plus importants procès de la guerre contre la drogue, mais les témoins se jettent au devant des balles. Peu après l'acquittement des Muchachos, la police de Miami reçoit un appel anonyme de Colombie. On a appris grâce à ce témoin que plusieurs groupes de tueurs à gages avaient été recrutés. On leur avait fourni une liste d'individus avec les noms et les adresses et dit « Voici les gens qu'on veut voir morts ». Ces tueurs à gages se plaçaient sur les toits avec des fusils à lunettes équipés de silencieux. Ils bravaient ouvertement le système judiciaire américain. Le gouvernement devait montrer qu'il ne laisserait pas passer cela.
Lorsque j'ai reçu l'appel qui nous a donné le nom des personnes impliquées dans ces assassinats, nous n'arrivions pas encore à faire le lien entre ces tueurs à gages et Willie et Sal. Grâce à cet appel de Colombie, tout s'est débloqué. Le gouvernement n'a jamais libéré Willie Falcone, l'inculpant pour détention illicite d'armes à feu dès son acquittement en 1996. La même tactique a été tentée avec Sal Magluta. Sal Magluta a été mis en examen pour détention de faux documents administratifs et faux et usage de faux. En plein procès, il a indiqué à l'agent de sécurité qu'il allait chercher des documents dans sa voiture pour son avocat Roy Black. Il n'est jamais revenu. On le retrouve des mois plus tard planqué avec sa famille à Palm Beach et portant une perruque. Le FBI le recherche désormais aussi pour corruption de jury et entrave à l'exercice de la justice. Quand des criminels achètent un jury et corrompent le système, ce sont toutes les forces de l'ordre qui en pâtissent. Nous avons baptisé l'opération Recoil, qui veut dire repli, car on avait cette image du serpent qui se replie sur lui-même pour mieux sauter à la gorge des criminels. L'agence fédérale déniche un témoin tout droit sorti du passé de Sal Magluta. Marilyn Bonacea a joué un rôle très important dans cette affaire, car c'était une proche de Sal Magluta. Elle avait été sa petite amie au lycée, lui faisait une confiance totale. C'est elle qui payait les gens pendant qu'il était en prison. Il était donc vital pour nous d'obtenir sa coopération pour savoir à qui allait cet argent. Nous avons identifié des avocats, des comptables et des détectives corrompus. On a retrouvé des centaines de millions de dollars sur des comptes offshore ou sous forme de liasses planquées dans des maisons. Mais c'était impossible de tout récupérer. En 1996, le gouvernement lance une nouvelle procédure contre Falcone et Magluta, les inculpant cette fois pour entrave à l'exercice de la justice. Willie Falcone, déjà emprisonné pour détention illicite d'armes à feu, jette l'éponge. Il a accepté de plaider coupable. Il a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle et à $1 million d'amende, qu'il a fait porter au FBI en petites coupures toutes froissées. Une fois les sacs de billets comptés, le FBI s'aperçoit qu'il manque en fait quelques centaines de dollars, car certains billets sont faux. Son vieux complice, lui, refuse de passer un accord avec le bureau du procureur et se retrouve une fois de plus au tribunal. En 2002, on l'a jugé pour meurtre, corruption de jury et blanchiment d'argent. L'affaire avait fait la une. Les témoins qui coopéraient avec le parquet avaient fait l'objet de véritables exécutions. Un des jurés sélectionnés pour le nouveau procès ayant reçu un coup de fil de menace, le juge décide de récuser l'ensemble du jury et d'en choisir un nouveau. Mais cette fois, les jurés seront isolés et leur identité ne sera pas divulguée. La défense n'avait pas connaissance de l'identité des jurés qui allaient rendre le verdict. 3 mois plus tard, les jurés déclarent Sal Magluta coupable de 12 chefs d'accusation, dont entrave à la justice, corruption active et blanchiment d'argent. En revanche, ils ne retiennent pas l'accusation selon laquelle Sal Magluta aurait engagé des commandos de tueurs afin de faire assassiner des témoins potentiels. Et finalement, ce sera son beau-frère qui sera condamné pour avoir commandité ces assassinats. Lors du procès, Marilyn Bonacea témoigne par 2 fois sous serment que son ancien amour de jeunesse, Sal Magluta, a payé des hommes de main pour s'en prendre aux personnes susceptibles de témoigner. Les avocats de la défense espèrent obtenir à leur client la même peine qu'à son ancien complice, soit 20 ans de réclusion. Mais pour le juge, nullement influencé par l'acquittement voté par le jury, Sal Magluta est bien la personne responsable de toutes ces victimes. Le juge l'a condamné à 205 ans de prison. Lorsqu'il a fait appel, la Cour n'a confirmé que 11 des chefs d'accusation sur 12 et a réduit sa peine en conséquence. Il ne purge donc plus que 195 ans de prison au lieu de 205. Willie Falcone est derrière les barreaux depuis 1991, soit plus de 20 ans. Il n'est pas prévu qu'il sorte encore avant 10 ans. Sal Magluta, lui, finira sa vie en prison.
Il continue à faire appel, il n'a pas fini de se battre. Je pense qu'il n'abandonnera jamais l'idée qu'il peut s'en sortir, d'autant qu'il ne manque pas d'argent pour se défendre. Peu de temps après avoir condamné Sal Magluta, le même juge a envoyé en prison son fils et son père de 81 ans pour blanchiment d'argent. À cause des tonnes et des tonnes de cocaïne que ces individus ont apportées, combien de vies ont été gâchées, de familles ont été broyées, de morts ont été causées. Surtout qu'il n'y a jamais que deux issues, la prison ou la morgue.